Tout va bien au verger. Les arbres sont en fleurs, les semis se portent bien et on entre dans une période d'action. Aujourd'hui, l'objectif va être de planter les tournesols, les maïs et les tomates. Ils sont plus que prêts. Mais avant ça, il va falloir aller préparer le terrain, notamment désherber les zones de plantation. Pour ce faire, on a dû sortir un motoculteur avec des fraises, pour gratter l'herbe et ameublir un peu la terre. J'ai prévu 3 zones de culture. La première, sous le pommier atteint de moniliose. Je vais tenter une approche naturelle avec des plantes qui pourraient l'aider à lutter contre la maladie. Le deuxième, le long de l'ancien rucher. Je vais mettre un mélange de légumes et de plantes décoratives. Le troisième, autour de mes pots de mûrier et framboisier. Une zone avec très peu de terre et beaucoup de roches. Ici, l'objectif, créer de la biomasse et ajouter de la matière organique pour enrichir le sol à long terme. Utiliser un motoculteur, ce n'est pas l'idéal, car ça perturbe la vie du sol, notamment en tuant les insectes qui vivent dans la terre ou à la surface. Mais vu le temps qu'il me reste avant de devoir aller planter, je n'ai pas vraiment le choix. Si j'avais eu quelques mois de plus, j'aurais préféré poser une pôle de paillage ou un feutre géotextile, qui prive l'herbe de lumière tout en protégeant la vie du sol. J'utiliserai ça pour une prochaine fois. Entre 2 coups de motoculteur, une petite pause sucrée. Ma mère prépare des gaufres au feu de bois dans la cabane. Et je vous le dis, les gaufres au feu de bois, c'est vraiment les meilleurs. Après s'être restauré et le motoculteur passé, je vais installer du paillage. L'objectif, c'est de garder l'humidité au sol, mais aussi de protéger la vie microbienne et de favoriser son retour après le travail du sol. C'est aussi plus simple de poser du paillage avant de planter, car je pourrais facilement l'enlever localement là où j'en ai besoin, plutôt que d'essayer de le mettre autour de chaque plante après coup. J'en ai aussi profité pour ramener un peu de compost. Il me servira à nourrir toutes les plantations à venir. Le lendemain, j'ai embarqué les tournesols, le maïs et les réforts, direction le verger pour aller les planter. Pour commencer, sous le pommier, j'ai mis 3 pieds de réfort plantés à équidistance. Ils ont la réputation d'aider à lutter contre les maladies cryptogamiques, notamment la moniliose dans mon cas. Le long de l'ancien rucher, je vais mettre les tournesols et les maïs, avec pour chaque plante un pied de tomate. Les tomates grimperont sur les tournesols et sur les maïs. C'est parfait pour optimiser l'espace, ombrager les tomates et en plus j'utiliserai les tomates que j'ai obtenues involontairement. Ça évite de jeter. Maintenant, autour des pots en bois. Là où la terre est rare, j'ai planté très serré. Tournesol, maïs, tomates, le tout sur des buttes de compost. Le but, produire de la biomasse et créer un microclimat favorable aux framboisiers et aux mûriers. Vous vous demandez peut-être pourquoi je plante autant de choses et aussi serré. C'est une bonne question, et la réponse c'est que je ne cherche pas seulement à faire pousser des plantes, je cherche à construire un écosystème vivant sous la surface. L'un des éléments clés de ce système, ce sont les mycorhizes. Et donc une nouvelle question se pose, c'est quoi les mycorhizes? Les mycorhizes sont des champignons microscopiques qui vivent en symbiose avec les racines des plantes. Le principe est simple. Les plantes donnent du sucre aux champignons et en échange, les champignons aident les plantes à aller chercher de l'eau, des nutriments bien plus loin que leurs racines seules ne pourraient le permettre. On appelle ça le Wood Wide Web, traduction littérale, l'Internet mondial des bois. Imaginez-le comme une sorte de réseau Internet, mais pour les plantes. Elles y échangent des informations, des ressources et des alertes. Voici quelques exemples de ce que ce réseau permet. Les plantes attaquées par un insecte peuvent envoyer un signal aux autres plantes pour qu'elles activent leur défense. Si l'eau manque, une plante peut réduire sa transpiration et prévenir les voisines d'en faire autant. En cas de pathogène, les plantes se préparent collectivement à renforcer leur barrière naturelle. Résultat, un verger connecté par ce réseau est plus résilient, plus résistant et plus intelligent collectivement. Et j'en reviens donc à la question pourquoi je plante aussi serré. Si je plante aussi serré, c'est dans un premier temps car je ne sais pas combien de plantes vont survivre. Et dans un deuxième temps, cela va favoriser ce réseau souterrain. Et il y a aussi une dernière raison pour laquelle je plante aussi serré. Surtout dans des zones de production comme celle de mon mûrier et framboisier. C'est pour utiliser la perturbation comme levier de croissance. Une fois que toutes ces plantes sont reliées au réseau mycorhizien, le fait de tailler ou couper certaines d'entre elles provoque un effet de boost chez les autres.
Elles reçoivent davantage de nutriments mais aussi un signal chimique qui déclenche un sursaut de croissance ou de production. C'est ce principe qu'on appelle la perturbation. Et ce n'est pas un accident, c'est l'un des piliers de la syntropie. On l'utilise volontairement pour stimuler le système. Pour comprendre pourquoi ça marche, il faut se rappeler d'un truc très simple mais fondamental. Dans un jardin, le soleil est la seule vraie valeur ajoutée. Tout le reste, l'eau, les nutriments, les plantes, ne fait que circuler, se transformer et se recycler. Le soleil, lui, apporte de l'énergie neuve chaque jour. Et cette énergie est captée par les plantes à travers la photosynthèse. Donc plus on a de feuilles en activité, plus on capte d'énergie, et quand on perturbe le système intelligent, on peut rediriger cette énergie vers des plantes clés. Comme ici, mes framboisiers et mes mûriers. Le but, c'est de planter serré, créer un réseau et utiliser la taille comme signal. Laisser tout au sol pour avoir un sol vivant, des plantes solidaires et un système qui se régénère en produisant. Si ça vous intéresse, je vous recommande vraiment le livre Bienvenue en Syntropie d'Anaëlle Terry. Elle explique tout ça très bien avec des exemples concrets. Je vous mets le lien en description. Et je tiens à préciser une chose importante. Je fais des essais ici dans mon verger. J'essaie d'adapter ce que j'ai lu dans le livre Bienvenue en Syntropie avec les plantes que j'ai sous la main cette année. La syntropie est un système complexe. Je suis loin d'avoir toutes les réponses ni l'expérience d'un expert. Ce que je vous partage, ce sont mes tests et mes futures observations. Ce n'est pas un tutoriel universel, mais peut-être que ça vous donnera des idées pour l'expérimenter chez vous. N'hésitez pas à me partager en commentaire vos retours d'expérience sur le sujet. Dans l'un de mes pots de mûrier, j'ai aussi planté le dernier fraisier grimpant Mont Everest. Pour ceux qui s'en souviennent, c'est un survivant de mes installations de l'épisode 4. Il n'avait pas vraiment trouvé sa place jusqu'ici, et si jamais il se plaît ici, je laisserai partager l'espace avec le mûrier. Qui sait, peut-être qu'ils formeront une belle association. Et pour finir, j'ai installé les derniers tournesols le long de la clôture, juste pour le plaisir des yeux. Ça apporte un peu de hauteur, de couleur, et ça attire aussi les pollinisateurs, donc c'est tout bénéfice. D'ailleurs, à cet endroit, le paillage commence à faire son effet. L'herbe est en train de mourir doucement en dessous, comme prévu, mais elle reste tenace. Elle réussit encore à se faufiler autour des piquets de clôture et dans quelques petits espaces. Rien de dramatique, mais ça montre que la nature est toujours en mouvement et qu'il faut observer et ajuster. Maintenant que tous les maïs et les tournesols sont installés, il me reste encore toutes les autres plantes que j'ai semées dans les épisodes précédents à planter, aussi bien au verger qu'au jardin. Mais ça sera pour une prochaine fois.